Donc Sarah Watson, je suis oncologue médicale et chercheuse à l'Institut Curie. Vous avez eu de magnifiques exposés auparavant sur vraiment l'intérêt de l'intelligence artificielle, en particulier pour le diagnostic à partir des images, que ce soit les images de radiologie ou les images du coup d'anatomopathologie qui sont donc générées grâce à cette numérisation des lames. Et moi, je vais vous parler un petit peu d'autres types de données qu'on génère vraiment au quotidien maintenant en cancérologie. Vous avez compris que l'IA, finalement, ce n'est que, entre guillemets, de l'analyse très poussée de données. Et donc, au long du parcours d'un patient qui est pris en charge pour un cancer, on va générer ces images, mais on va générer aussi d'autres types de données, et en particulier des données moléculaires maintenant de plus en plus, parce que la caractérisation des cancers a beaucoup évolué. Et donc, on peut travailler sur ces données moléculaires pour vraiment aussi guider le traitement des patients. Et donc, je vais essayer de vous donner un exemple sur un travail qu'on a fait à l'Institut Curie sur les dernières années. Donc, c'est parti d'une histoire vraie en 2019. Donc, à l'époque, voilà, il n'y avait pas encore ChatGPT, mais on avait déjà commencé à travailler un petit peu sur ces outils. Donc, vous voyez ici le cas d'un patient de 32 ans qui m'avait été adressé pour une suspicion de cancer primitif de l'os, qu'on appelle un sarcome. Et donc, vous avez l'image de son PET scanner qui est ici sur votre droite. Vous voyez que globalement, là où il y a du noir, pour faire simple, il y a de la maladie. Et donc, on a différentes lésions qui sont disséminées au sein de l'organisme, en particulier au niveau de l'os. Vous pouvez voir ici donc, cette lésion sur l'aile iliaque et puis des lésions au niveau ici du fémur, de la clavicule, et puis des lésions intra-abdominales aussi sous forme de ganglions. Ce patient a été bien évidemment biopsié, donc il arrive avec un tableau de métastases. Il est biopsié parce que c'est vraiment la démarche diagnostique qu'on fait. On a besoin d'un morceau de tumeur pour poser un diagnostic. Et vous avez ici un fragment du compte-rendu anatomopathologique où bien sûr les pathologistes nous décrivent l'architecture de la tumeur, l'aspect des cellules, puis font des marqueurs pour essayer de trouver d'où viennent ces cellules cancéreuses. Et je vous ai mis ici la conclusion initiale qui était proposée et où en fait on voit qu'on a ici un cancer indifférencié, donc pour lequel il est difficile de trouver l'origine, et où en fait on nous dit que bon, le profil des marqueurs est compatible avec différents types d'origines, biliaire, pancréatique, rénale, sans exclure une autre origine. Donc on est dans un cas de ce qu'on appelle un cancer de primitif inconnu, c'est-à-dire une maladie caractérisée par la présence de métastases sans qu'on arrive à être sûr de son origine, de l'origine des métastases. Et ça, c'est des maladies qui posent un problème vraiment important pour les oncologues parce que la plupart des cancers sont aujourd'hui traités d'abord en fonction de leur origine. Et donc, quand on ne sait pas d'où viennent les métastases, on ne sait pas quel traitement donner. Et donc, ces patients ont un très mauvais pronostic. On a la chance, depuis maintenant une vingtaine d'années, d'avoir accès à des techniques qui nous permettent vraiment de faire une sorte de cartographie du paysage moléculaire des cancers en se basant sur l'expression des gènes. Donc vous savez que dans les cellules, dans toutes nos cellules, qu'elles soient cancéreuses ou pas cancéreuses, on a des gènes qui sont là, et puis certains sont exprimés, d'autres ne sont pas exprimés, et c'est ça qui fait qu'une cellule du sein est différente d'une cellule de la prostate, qui est différente d'une cellule du cerveau. Et donc finalement, on est capable d'aller aujourd'hui récupérer des morceaux de tumeurs et les analyser avec des techniques qu'on appelle des techniques de séquençage qui nous permettent de lire finalement l'expression des gènes et d'établir des sortes de cartes d'identité moléculaire de ces différents types de cancers. Et ce qu'on sait, c'est que la carte d'identité moléculaire d'un cancer du sein, elle est complètement différente de la carte d'identité d'un cancer du poumon ou de la carte d'identité d'un cancer du rein. Et on a accès aujourd'hui à des techniques encore plus poussées que ça, parce que depuis maintenant une dizaine d'années, on est même capable d'aller cellule par cellule. Vous savez qu'un cancer, c'est un ensemble de cellules, à la fois des cellules cancéreuses, et puis il y a aussi des cellules normales qui sont entremêlées avec les cellules cancéreuses. Et on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de séquencer cellule par cellule et d'avoir même finalement une sorte d'empreinte digitale de chaque cellule au sein d'un cancer, et donc d'être capable d'avoir une cartographie extrêmement fine de ce paysage moléculaire. Alors à quoi ça sert tout ça ? Ça sert qu'on peut faire des sortes de bases de données où on va mettre toutes ces cartes d'identité moléculaire. On vous a dit, l'intelligence artificielle, on doit analyser beaucoup de données. Et c'est ce que le professeur Anne-Vincent Salomon vous expliquait tout à l'heure, c'est que
une des choses qui a fait qu'on a mis un petit peu de temps pour l'anatomopathologie en intelligence artificielle, c'est qu'on n'avait pas des grosses bases de données comme il pouvait y avoir ailleurs. Et concernant la biologie moléculaire et ces cartes d'identité moléculaire, l'objectif de ces bases de données, c'est quoi? C'est d'avoir toutes ces données accessibles et d'être pouvoir d'analyser un nombre de cartes d'identité importantes. Et là, encore une fois, les États-Unis ont été précurseurs dans ce domaine-là. Et donc, il y a cette très grosse base de données qui s'appelle le TCGA, de Cancer Genome Atlas, qui a été une base de données qui a été créée dès les années 2000 par le gouvernement américain, financée entièrement par l'administration américaine. Et ils ont été très très forts là-dessus parce qu'ils ont généré finalement une base de données accessible à tous, qu'on a tous pu récupérer pour récupérer des profils moléculaires de plus de 11 000 patients, 20 000 échantillons, 33 types de cancers. Et vous voyez qu'à l'époque, c'était quasiment 400 millions de dollars qui ont été investis par le gouvernement américain pour financer cette base de données qui aujourd'hui a été vraiment la source de toutes les études à base et de tous les outils d'intelligence artificielle basés sur les données moléculaires. C'est grâce aux États-Unis qu'on a pu travailler initialement. Alors aujourd'hui, on essaye de rattraper ça parce qu'on ne sait pas déjà si on aura toujours accès à ces bases de données dans un délai assez court. Et en plus de ça, on se dit que voilà, l'Europe, on doit se mettre en ordre de marche. Donc il y a d'autres bases de données qui sont accessibles, mais celle-ci est vraiment unique et elle a été surtout très, très précurseur. Alors pourquoi je vous parle de bases de données et de cancer de primitifs inconnus? En fait, on a émis une hypothèse assez simple qui a été de se dire, voilà, ces métastases de cancer de primitifs inconnus viennent forcément de quelque part. Si nous, avec nos yeux, on n'est pas capable de trouver d'où elles viennent, peut-être qu'on peut se dire qu'on va entraîner un modèle d'IA à reconnaître plein de types de cancers, tous les cancers globalement, le plus de cancers possible. Et que ce modèle d'IA, sur la base de nos profils moléculaires, il va être capable de reconnaître ces différents types de cancers. Et que dans un deuxième temps, on pourra ensuite soumettre une métastase de cancer de primitifs inconnus, qui vient forcément de quelque part, et que peut-être cet outil d'intelligence artificielle, lui, il va être capable de nous apparier notre métastase de cancer de primitifs inconnus avec finalement un type de cancer qu'il aura appris à reconnaître. Okay. Donc ça, c'était l'hypothèse de départ. Cette hypothèse, elle a quand même des limites. C'est qu'on sait que ces bases de données moléculaires dont je vous ai parlé, elles sont essentiellement composées de ce qu'on appelle de tumeurs primitives. Donc vous savez que l'évolution d'un cancer, il y a d'abord une tumeur qui se développe dans un organe et qu'ensuite, il peut y avoir des métastases. Et donc, on a utilisé ces tumeurs primitives pour entraîner les algorithmes. Et nous, ensuite, on va tester des métastases. Et donc, ce n'est pas forcément la même chose, la biologie d'une métastase et une tumeur primitive. Donc ça, c'est une des limites de cette approche. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces bases de données publiques, il peut manquer des cancers rares. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à beaucoup de données sur des cancers fréquents et des cancers très rares vont être sous-représentés. Peut-être que nos cancers de primitifs inconnus, c'est des cancers rares. Tout à l'heure, il a été vraiment très bien évoqué le fait qu'une IA, elle n'est pas bonne à gérer la nouveauté. Et donc, du coup, si elle n'a jamais rencontré des cancers rares, elle va pas y arriver. Ceci étant, on a un petit peu challenger cette hypothèse et on a développé un premier outil qu'on a appelé Transcriptomics. Et j'aime bien dire qu'à l'époque, voilà, il n'existait pas de ChatGPT, on était en 2021, ChatGPT c'est 2022, la première version, mais il existait déjà Julien Vibert, qui était donc un étudiant qui faisait sa thèse de sciences au sein de mon équipe et qui est maintenant mon médecin-chercheur à Gustave Roussy et qui était déjà à l'époque passionné d'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué une base de données avec plus de 20 000 cas de cancers et de tissus normaux issus de ces bases de données publiques, donc ces profils moléculaires dont je vous ai parlé, ces sortes de cartes d'identité génétique. Et puis, on a construit finalement une sorte de classifier, le but étant de dire, je veux un outil qui me reconnaisse plein de types de cancers. Est-ce que ça marche déjà? Oui, ça marche très très bien. Ce que vous voyez ici sur cette représentation, chaque petit point, c'est un cancer, donc il y a plus de 20 000 cancers qui sont représentés là-dessus. Et ce que vous voyez, c'est que les petits points, ils ne sont pas dispersés au hasard sur cette carte, mais ils forment des groupes très homogènes. Et quand on a été ensuite regarder ce que c'était chacun de ces groupes, c'est un type de cancer bien précis. Donc ça veut dire que l'IA toute seule, sur la base des profils d'expression, sur la base de ces cartes d'identité moléculaire, elle est capable de me mettre les cancers du sein avec les cancers du sein, les cancers du rein avec les cancers du rein, etc. Donc de classer finalement les cancers
sur la base de ces cartes d'identité moléculaires. La deuxième étape, c'était quoi? C'était de finalement tester une cohorte de cancers de primitifs inconnus. Et donc ça, c'est les petits points rouges qui viennent se projeter sur les points gris. Et donc chaque petit point rouge, c'est un cancer de primitif inconnu. Et ce que vous voyez, c'est que dans l'immense majorité des cas, les petits points rouges ont été se ranger dans des groupes bien définis. Et donc dans 80% des cas environ, l'IA a été capable de nous prédire un tissu d'origine pour ces métastases pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver l'origine initialement. Donc ça, c'était un petit peu une première preuve de concept sur comment l'IA peut nous aider. Bien sûr, l'IA, elle ne s'utilise pas toute seule pour ce diagnostic-là. Le diagnostic de cancer de primitif inconnu, c'est vraiment, et on en parle depuis tout à l'heure, d'intégrer un ensemble de données, des données cliniques, des données anatomopathologiques, des données moléculaires. Mais c'était vraiment la preuve que ça pouvait aider et apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on était capable de faire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était que c'était compatible avec de l'usage en routine clinique. Le premier patient, finalement, vous voyez ici, c'était un peu le patient zéro, c'était un vrai patient. Prédiction de cancer du rein à cellules claires avec des scores très très forts. Ce patient, si on a été resté sur un diagnostic de cancer de primitif inconnu, aurait été traité avec de la chimiothérapie qui ne marche absolument pas dans les cancers du rein. Donc il a été traité par un traitement orienté sur le cancer du rein. On a pris ce choix de le traiter basé là-dessus. On a ensuite confirmé bien évidemment le diagnostic avec les pathologistes. Et ce patient a été en réponse complète pendant 3 ans avant de récidiver. Très vite, on a intégré cet outil dans le cadre du soin. D'abord à l'Institut Curie, grâce à nos pathologistes, et ensuite dans le cadre d'une organisation aujourd'hui qui est en fait ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. Je pense que tous les exemples qui vous ont été montrés tout à l'heure montrent vraiment l'intérêt de ne pas utiliser l'IA seule dans un coin, mais vraiment cette approche de médecin augmenté qui va utiliser un outil en plus de ces autres outils. Et donc, on a créé une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale dédiée au cancer de primitifs inconnus, pour lesquels on a intégré cet outil dans l'utilisation, en plus, bien sûr, de tout ce qu'on fait à côté, qui est bien évidemment d'avoir une caractérisation anatomopathologique très poussée de ces tumeurs et de caractériser la biologie de ces maladies sous d'autres aspects. Et ce que vous voyez, c'est ici l'impact diagnostique de cette RCP dédiée au cancer de primitifs inconnus. Vous avez le diagnostic qui était suspecté avant la RCP, le diagnostic après la RCP. Ce diagnostic intègre l'utilisation de l'IA, mais pas que, c'est bien ce que je dis là. Et ce que vous voyez, c'est que dans 70% des cas, on change complètement le diagnostic suspecté et on arrive à identifier l'origine des patients, l'origine de la maladie dans 70% des cas, et donc à proposer un traitement basé sur l'origine de la maladie. Et le plus important est probablement là, c'est que ça a un bénéfice en survie, c'est-à-dire que vous avez ici les courbes de survie des patients, soit qui ont reçu un traitement empirique, comme on traite les cancers de primitifs inconnus quand on ne connaît pas l'origine, soit qui ont reçu un traitement basé sur la prédiction finalement faite par l'équipe multidisciplinaire de la RCP, et vous voyez qu'on augmente la survie des patients de 60% sur la PFS, donc on passe de 11 mois à 18 mois. Ça reste bien sûr trop court, mais ce sont des maladies pour lesquelles chaque mois gagné compte. Donc vraiment un bénéfice et une utilisation qui est aujourd'hui faite dans le cadre du soin. Alors, on parle tous de multimodalité, je pense que c'est vraiment un des messages aussi qui ressort depuis le début de ces topos. Là, cet outil est basé sur un type de données moléculaires. Bien sûr qu'on a envie d'aller plus loin et de se dire que les outils seront beaucoup plus précis quand ils seront capables d'intégrer différents types de données moléculaires. Il faut vous imaginer que par exemple, notre identité, on a notre carte d'identité, on a notre permis de conduire, on a notre passeport. Si on peut intégrer toutes les données, on sera encore plus sûr qu'on est bien la personne qu'on est. C'est un peu la même chose pour les cancers primitifs inconnus. Quand on va intégrer différentes couches de données moléculaires, on va être encore plus fort, et on travaille aujourd'hui sur ces classifiers qui sont capables d'intégrer des données provenant de différentes sources. Et donc c'est vraiment ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que les données moléculaires, et je pense qu'on a tous ce même message, mais l'idée est vraiment d'aller vers l'intégration des données cliniques, radiologiques, anatomopathologiques et moléculaires dans un même outil, et c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Alors,
c'est un outil que je vous montre, qui est un outil de classification relativement simple. Aujourd'hui, on parle énormément d'intelligence artificielle générative et cela va aussi avoir un impact majeur dans la prise en charge thérapeutique des patients. Il y a peut-être 2 concepts que je voudrais évoquer, même si aujourd'hui, c'est des concepts qui sont encore au stade de recherche, mais pour lesquels il va clairement y avoir des avancées rapides dans les années à venir. Le premier concept, c'est le concept de jumeaux numériques, dont vous avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, en cancérologie, comme dans beaucoup d'autres domaines en médecine, quand on teste un médicament, on dit aux patients, voilà, on n'est pas sûr que ça va marcher, on a des taux de réponse de ce médicament dans des populations, mais à l'échelle individuelle, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que la chimiothérapie va fonctionner ou pas? On n'est jamais trop capable de le faire. Et donc finalement, l'idée, c'est quoi? C'est de créer une sorte de jumeau, une sorte de représentation digitale de chaque patient, en intégrant les données cliniques, anatomopathologiques et moléculaires, pour être capable de simuler, de prédire l'effet d'un traitement en particulier, et donc d'éviter certains traitements pour lesquels le jumeau numérique nous dirait « non mais là, ta chimio, elle ne va pas marcher, ça ne sert à rien de la faire », et à l'inverse, prendre d'emblée le traitement qui va fonctionner. Et ça, on n'est pas dans la science-fiction, on est vraiment dans des choses sur lesquelles on a aujourd'hui les données pour faire ça, et on est capable de générer, de créer ces jumeaux numériques. L'autre concept dont on a aussi entendu parler dans les autres présentations, c'est ce concept d'IA agentique. L'IA générative nous permet aujourd'hui non pas seulement de vous répondre à une question, mais aussi de faire des tâches et d'orchestrer des tâches. Et donc ça, c'est le rôle d'un agent, c'est d'être vraiment capable d'aller décider quel outil il va utiliser et quelle stratégie il va utiliser pour répondre à une question et d'être finalement un super assistant du médecin ou un super assistant des RCP. Et on travaille aussi sur ces outils qui vont arriver très clairement dans le cadre du soin dans les années à venir pour aider à la décision clinique. Je ne pouvais pas finir, je suis médecin et je suis médecin oncologue, donc je donne des médicaments à des patients et je ne pouvais pas finir ce topo sans vous parler d'un autre, bien sûr, application de l'IA à visée thérapeutique qui va être la capacité de l'IA à créer des nouveaux médicaments. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a des modèles qui sont capables d'apprendre les structures chimiques et finalement d'être capables, à partir de ces structures chimiques, prédire la biologie et en particulier comment une molécule va être capable d'interagir sur une cellule, de modifier une cible, de potentiellement favoriser une réaction et plus ou moins fonctionner en termes de médicaments. Et ce qu'on sait, c'est que l'IA générative est aussi capable de créer de nouvelles molécules et de nouvelles structures chimiques. Ça, c'est tout à fait possible. Et pour vous dire qu'on n'est pas dans le domaine de la science-fiction, c'est que, voilà, c'est un papier qui date d'avril 2025, donc il y a déjà un an. La première phase 2, donc un essai clinique randomisé, qui est vraiment, c'est-à-dire on a traité des patients avec une molécule entièrement générée par l'intelligence artificielle. Cible identifiée par l'intelligence artificielle, molécules chimiques entièrement générées par l'intelligence artificielle. On n'est pas dans du cancer, on est dans un modèle de maladie rare, la fibrose pulmonaire idiopathique, mais les résultats, ils sont positifs, le traitement fonctionne, et donc on y est. On est capable de créer des médicaments avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, pour le domaine du cancer, ça va être plus compliqué parce que le cancer est une maladie extrêmement compliquée d'un point de vue biologique, il n'y aura pas une cible facilement accessible, mais créer des médicaments grâce à l'IA. Vous avez probablement entendu parler de cette histoire incroyable de cet Australien qui a payé des milliards pour traiter son chien atteint d'un cancer avec un vaccin personnalisé généré par ChatGPT. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. C'est d'intégrer des données, de synthétiser une molécule et ensuite de pouvoir la tester chez des patients. Bien sûr que les challenges, il en reste. Je terminerai très rapidement parce que certains ont été vraiment abordés. Il reste beaucoup de challenges pour utiliser l'IA en routine dans le cadre du soin à l'hôpital. Des challenges sur la génération des modèles d'IA. Nos données, aujourd'hui, elles ne sont pas encore assez bien générées. On n'est pas capable d'avoir les mêmes données générées dans nos institutions, de les partager simplement, de les stocker sur nos serveurs, comme l'a dit Anne. On a vraiment un enjeu ici à la fois organisationnel et juridique pour simplifier l'utilisation des données de santé pour l'intelligence artificielle. L'évaluation des modèles. On sait évaluer un médicament. On sait qu'un médicament passe par une étape de phase 1, phase 2, phase 3 avant d'arriver sur le marché.
un modèle d'IA, qui l'évalue, quand, à quel moment, qui dit qu'un modèle d'IA est meilleur que l'autre, comment on décide qu'on utilise celui-là plutôt qu'un autre. Honnêtement, nous, notre outil d'IA, il est passé avant tout ça, avant qu'il y ait eu ces questionnements-là. Donc, on l'utilise dans le cadre du soin, dans un aspect réglementaire. Mais c'est des questions qui sont vraiment importantes et pour lesquelles, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Et bien sûr, tous ces aspects qui ont été discutés déjà, la formation des médecins, bien évidemment. Je pense qu'on est tous d'accord. Le fait qu'il est indispensable que nous ayons des IA qui soient explicables aux médecins, explicables aux patients. Et le fait qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a besoin d'avoir vraiment des gens qui savent manipuler nos données à l'hôpital. C'est vraiment indispensable. Avec ça, je vous remercie et merci à tous les collaborateurs.